Paris, c'est la ville où nous habitons. C'est la capitale de la France. Il y a plein de choses à faire et à découvrir à Paris. Des gens du monde entier viennent la visiter chaque jour. On dit que c'est la plus belle ville du monde. Nous sommes 2 244 000 habitants. Paris se situe en Île-de-France. C'est la seule ville de France à être aussi un département. Paris est séparé en deux par un grand fleuve, la Seine, sur laquelle on peut se balader en bateau-mouche. Comme Paris est une grande ville, pour mieux se repérer et s'organiser, en 1860, on a découpé la ville en 20 arrondissements, qui se roulent comme un escargot autour de la Seine. Et notre école se trouve dans le 5e arrondissement. Mais au fait, c'est l'heure d'aller à l'école. Vite! Et justement aujourd'hui, nous allons commencer l'exposé sur Paris. Pendant que nous rentrons à l'école, Robert se réveille. Robert, c'est le pantin de bois qui nous sert de modèle quand nous dessinons. Et en attendant les cours de dessin, il adore apprendre avec nous. Il passe ses journées à nous écouter. Ça le fait voyager, rêver, vu qu'il ne quitte jamais l'école. Bonjour. Bonjour, maîtresse. Bien, nous allons commencer nos exposés sur Paris. Et maintenant, nous allons vous parler de la butte Montmartre qui se situe dans le 18e arrondissement. Au 19e siècle, la butte était couverte de jardins et aussi de vignes qui poussent encore aujourd'hui. Il y avait aussi plein de moulins, comme le moulin de la Galette. Le seul moulin à vent qui marche encore. Mais il ne faut pas le confondre avec le Moulin Rouge qui se trouve au pied de la butte Montmartre. C'est le plus célèbre cabaret du monde, réputé pour ses revues de Franck Cancan. Au sommet de la butte, à 500 mètres d'altitude, se trouve la basilique du Sacré-Cœur. Et pour la visiter, il faudra gravir 222 marches. Les moins sportifs pourront prendre le funiculaire. Dans la campanile de la basilique se trouve la plus grosse cloche du monde qui peut se balancer. C'est la Savoyarde qui pèse 19 tonnes. Il a fallu 39 ans pour construire la basilique, de 1875 à 1914. Sais-tu pourquoi le Sacré-Cœur reste toujours blanc? C'est parce qu'il est construit avec de la pierre calcaire qui s'auto-nettoie quand il pleut. À côté de la basilique se trouve la place du Théâtre, où se retrouvent des peintres qui exposent leurs œuvres et peignent en plein air. Il y a aussi beaucoup de musiciens. Moi, je reste et j'essaie de rire sur un grand bon. Peut-être que Robert rêve de devenir un grand peintre, comme ceux qui ont habité sur la butte au 19e et au début du 20e siècle, comme Auguste Renoir. Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, André Hutter et plein d'autres. Et maintenant, nous allons vous parler de l'Opéra Garnier qui se situe dans le 9e arrondissement. C'est un théâtre national où on peut voir des ballets classiques et contemporains. C'est Napoléon III, en 1860, qui décide de faire construire ce nouvel opéra. Et c'est l'architecte Charles Garnier qui est choisi pour le réaliser. Sa construction dure 15 ans. À l'époque, c'était le plus grand théâtre du monde. Le plafond de la salle de spectacle a été peint par Marc Chagall en 1964. Est-ce que tu sais qu'il y a un lac sous l'opéra? Oui, mais c'est un lac artificiel. Il a été créé pour résister à la pression d'infiltration d'eau. L'opéra a inspiré beaucoup d'artistes, comme le peintre Edgar Degas, l'écrivain Gaston Roux qui a écrit Le fantôme de l'opéra. Il existe même un dessin animé sur l'opéra, Ballerina. Tu sais qu'il y a des petits rats à l'opéra? Des petits rats? Mais c'est bizarre. Mais non, ce ne sont pas des vrais rats.
Les petits rats, c'est le nom qu'on donne aux élèves de l'école de l'opéra. On les appelle comme ça à cause du bruit qu'elles faisaient en trottinant sur les parquets du couloir de l'opéra pour aller d'une classe à l'autre. Nous allons vous parler du Louvre qui se trouve dans le 1er arrondissement. C'est un des plus grands musées d'art et d'antiquité du monde. À l'origine, c'était un château fort construit sous le règne de Philippe Auguste en 1190 pour protéger Paris. En 1365, Charles V le transforme en résidence royale et réalise dans le donjon une immense bibliothèque. À partir du XVIe siècle, François Ier entreprend des travaux pour transformer le château en palais luxueux et moderne. En 1793, le Louvre devient un musée. La pyramide du Louvre est construite entre 1986 et 1989 à l'initiative du président François Mitterrand. Il a fallu 600 losanges et 70 triangles en verre pour la réaliser. C'est aujourd'hui l'entrée principale du Louvre. Les gens viennent du monde entier pour découvrir les 35 000 œuvres exposées. Ce sont les rois qui avaient peu à peu commencé à collectionner des œuvres et les entreposer au Louvre. Parmi elles, il y a la Joconde, peinte par Léonard de Vinci. Elle fut dérobée en 1911 par un Italien et retrouvée 2 ans plus tard. Depuis, elle est protégée par 3 vitres par balle. Le Louvre est tellement grand que cela prendrait 100 jours pour le visiter dans sa totalité, en passant 30 secondes dans chaque salle. Le Louvre abrite des œuvres majeures comme par exemple Le Tricheur à l'as de carreau peint par Georges de la Tour, la Joconde, le radeau de la Méduse peint par Géricault, La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, la victoire de Samothrace, La Vénus de Milo, Le Sacre de Napoléon peint par David. Nous allons vous parler du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, appelé Centre Pompidou ou Beaubourg, et qui se trouve dans le 4e arrondissement. Le Centre Pompidou a été bâti sur l'emplacement d'un ancien parking, à l'initiative du président Georges Pompidou. C'était un grand amateur d'art moderne. Il voulait créer au cœur de Paris une institution culturelle vouée à la création moderne ouverte à tous. Dans ce bâtiment, rien n'est caché. Déjà, il est transparent. Et ces gros tuyaux multicolores ont chacun un rôle. Ils ne servent pas que à décorer. des tuyaux bleus pour l'air climatisé, Des tuyaux verts pour l'eau. Des tuyaux jaunes pour l'électricité. Et des rouges pour les escalators et les ascenseurs. Inauguré le 31 janvier 1977, le Centre Pompidou attire beaucoup de monde. Il a accueilli en 2016 plus de 3 300 000 visiteurs. Dans le Centre Pompidou, il y a le Musée national d'art moderne, des galeries d'exposition temporaires, des salles de spectacle et cinéma, et la première bibliothèque publique de lecture en Europe. Sur l'esplanade devant le centre, il y a souvent des artistes de rue. Des musiciens, des jongleurs, des mimes, des cracheurs de feu et plein d'autres encore.
à côté du centre se trouve la fontaine Stravinsky, réalisée en 1983 par Jean Tinguely et Niki Tsinfal. Et maintenant, nous allons vous parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui se trouve sur l'île de la Cité dans le 4e arrondissement. C'est le monument le plus visité de Paris. Elle accueille environ 14 millions de visiteurs par an. Sa construction commence en 1163 sous le règne de Louis VII grâce à l'évêque Maurice de Sully. Et s'achève au milieu du XIVe siècle sous le règne de Philippe VI de Valois. Des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des maçons, des charpentiers sont venus de la France entière pour y travailler. En levant la tête, on peut voir de drôles de statues. Ce sont les gargouilles. Elles servent à évacuer l'eau de pluie. La cathédrale a inspiré Victor Hugo qui l'a mise au centre de son roman, Notre-Dame de Paris. Plus tard, son roman a été adapté au cinéma. File 5 cordons bourreaux qui sifflent dans le... En sortant de la cathédrale, sur le parvis, il y a une grande étoile dorée. C'est le point zéro à partir duquel on calcule les distances entre Paris et l'Île-de-France. Tout près de la cathédrale, on peut se promener sous les quais de la Seine. Arrêter chez les bouquinistes qui revendent des livres d'occasion. Et maintenant, nous allons vous parler du Panthéon qui est situé au cœur du 5e arrondissement. Le Panthéon est à l'origine une église construite par l'architecte Germain Soufflot en 1754 à la demande de Louis XV. En 1791, on décide de faire de cette église un temple. Le Panthéon dédié aux grands hommes qui ont marqué l'histoire de France. Parmi eux, Victor Hugo, Marie Curie. Jean Jaurès, Voltaire, Jean Moulin, André Malraux, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Émile Zola. En descendant la rue Soufflot, on arrive au jardin du Luxembourg, où l'on peut se promener et s'amuser. Et voir un spectacle de guignols. Nous allons vous parler du quartier Mouffetard, situé dans le 5e arrondissement. La rue Mouffetard, qu'on appelle aussi la Mouffe, est une des plus anciennes rues de Paris. Elle fut tracée au 1er siècle par les Romains. À quelques centaines de mètres, on peut découvrir les arènes de Lutèce construites à la même époque. La rue Mouffetard a tout le temps été une rue très animée et commerçante.
Les touristes et les Parisiens aiment venir se prélasser aux terrasses des cafés ou venir manger dans l'un des nombreux restaurants de la rue. On peut y goûter presque toutes les cuisines du monde. Dans les années 60-70, de nombreux artistes ont débuté leur carrière dans les cabarets du quartier. Il y a même une sorcière dans la rue. Mais non, c'est juste dans le livre de Pierre Gripari. Écoutez-moi, vous les ringards, mythologie du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons. Des pèlerines et des petits fleurs, je vais remettre au monde à l'heure. Je suis amoureux de madame. Pas très loin de la Mouve se trouve le Jardin des Plantes, qui abrite un zoo, la ménagerie, où se trouve la célèbre nénette Laurent Houtan. C'est la plus vieille pensionnaire du zoo. Nous allons vous parler de la Tour Eiffel, qui se trouve dans le 7e arrondissement. Pour l'exposition universelle de 1889, Paris veut exposer un monument inoubliable. Un concours est lancé en 1886, des propositions affluent de toutes parts. C'est le projet de Gustave Eiffel qui est choisi. Il voulait réaliser la plus haute tour du monde. Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours est un véritable exploit. Au début, les Parisiens la trouvaient très laide et étaient soulagés de savoir qu'elle serait démontée au bout de 20 ans. Mais grâce à sa hauteur, elle est très vite devenue très utile et a pu être sauvée. On y a d'abord installé une station météo, puis des antennes, permettant d'envoyer des messages et de diffuser des émissions de radio et de télévision. La tour Eiffel mesure 324 mètres. Et pour monter tout en haut, il faudra grimper 1665 marches ou prendre un des 2 ascenseurs. Le 2 juin 1923, Pierre Labrique, un journaliste, remporte son pari. Descendre les escaliers de la Tour Eiffel à vélo. Plus de 7 millions de touristes venus du monde entier viennent la visiter tous les ans. Konnichiwa. Guten Tag. Hello. Ni hao. Hola. Aslama. Allô. Dobry den. Bonjour. Le soir, quand la nuit tombe, la tour Eiffel s'illumine toutes les heures. Et tous les ans, on peut voir un très beau feu d'artifice. C'est l'heure. Allez, rangez vos affaires. En attendant demain, Robert va se coucher. Et Robert s'endort en rêvant au feu d'artifice.